Parfait, alors on peut commencer. Donc, on s'attaque à du lourd ce soir. Avant de commencer, j'aimerais. Alors, ceux, ceux qui ne. Si vous pouvez couper vos micros, ça m'arrangerait, merci beaucoup. Sinon, je laisse les modérateurs et les admins couper le micro des membres. J'aimerais commencer par quelques mots qui n'étaient pas prévus parce que on a appris qu'un grand professeur de linguistique indo-européenne venait de nous quitter ce matin. Donc je dédie ma conférence à la mémoire du professeur Jean Audry, grand spécialiste de la linguistique des populations indo-européennes, qui nous a quittés ce matin à l'âge de 88 ans. Donc c'est toujours difficile de perdre des monuments des civilisations indo-européennes parce qu'ils sont pas très nombreux, en tout cas dans le monde francophone. Donc voilà, j'espère que un jour vous aurez l'occasion de lire son travail, c'est tout à fait remarquable. Alors, bienvenue, bonsoir, pour cette deuxième conférence portant sur l'histoire des peuples. Après la conférence sur les Turcs, qui était en réalité plus une conférence test afin de voir si ce type de sujet vous intéressait, j'ai décidé de m'attaquer aux peuples indo-européens en tant que tel. Traiter de l'ensemble des peuples indo-européens en une seule conférence serait un non-sens absolu parce que c'est un sujet tellement vaste, c'est tout à fait inutile, on passerait à côté de beaucoup trop de choses intéressantes. C'est pourquoi j'ai décidé de les traiter en une série de conférences et de ne pas tous les traiter parce qu'il y en a beaucoup trop. Et on va commencer par les Scythes, sans doute peut-être l'un des peuples indo-européens les plus méconnus. Pourquoi traiter des Scythes? Car il s'agit d'un des premiers grands peuples nomades indo-européens dont la civilisation s'étend de l'Europe à l'Asie, et qu'ils sont en partie à l'origine des langues iraniennes et des peuples iraniens. Enfin, ils ont laissé de nombreuses traces dans l'histoire des peuples avec qui ils ont été en contact, ainsi que de nombreux vestiges, ce qui nous permet de connaître assez précisément leur histoire. Alors, tout d'abord, on va voir les différentes sources utilisées pour parler des sites. Tout d'abord, on va parler des sources écrites, et parmi celles-ci, on va parler d'Hérodote, parce que c'est une des sources écrites la plus importante. Hérodote, c'est un grand voyageur et historien grec du 5e siècle. Son ouvrage sur les guerres médiques l'amène à s'intéresser à toute une série de peuples en contact avec les Perses et les Hellènes. Le livre 4 de son œuvre est celui qui nous intéresse parce qu'il contient une longue description de la Scythie, le pays des Scythes, qui demeure encore aujourd'hui une base solide pour les historiens. En écartant bien évidemment le vrai du faux, beaucoup d'informations ont pu être vérifiées par l'archéologie. D'autres historiens grecs puis romains se sont aussi intéressés aux Scythes. On peut citer Strabon et Lucien de Samosate. Ensuite, les sources archéologiques. Passons maintenant à l'archéologie. Les premières fouilles commencent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans l'ancienne Scythie européenne. Elles n'ont jamais cessé depuis, sauf peut-être depuis la guerre en Ukraine, qui a bouleversé les fouilles archéologiques dans cette région. En effet, de nombreuses découvertes archéologiques ont été faites en Ukraine et en Crimée. Si les sépultures ukrainiennes ne sont pas comparables aux tombes gelées de l'Altaï, elles ont tout de même produit une très riche iconographie sur les sites. Ainsi, de l'art gréco-scythe, donc de l'art grec et scythe, du IVe siècle de notre ère a été mis à jour, et cet art relève d'une précision presque ethnographique avec des portraits réalistes de sites, des costumes et des scènes de la vie quotidienne, montrant ici que nous avons bien affaire à des hommes et des femmes au caractère ethno-racial européen. L'archéologie est bien évidemment à mettre en lien avec la paléoanthropologie et la génétique. Les progrès dans ces domaines ont permis de comparer des individus et même des populations entières. Cela aide les chercheurs à avoir une meilleure compréhension des phénomènes migratoires, des métissages et des compositions ethniques de ces vastes espaces géographiques. En bref, nous pouvons aussi citer comme source l'analyse paléomédicale des vestiges humains. Cela peut notamment éclairer les chercheurs sur le mode de consommation des populations et les causes des décès. Aussi, ça nous aide à savoir ce qu'ils mangeaient, comment ils soignaient les blessés, de quoi ils mouraient, donc la cause des décès, les types de maladies. Nous pouvons aussi citer la linguistique. Je reviendrai sur ce graphique que vous voyez là. Les Scythes étaient une langue indo-européenne appartenant au sous-groupe des langues iraniennes
Et enfin, on peut s'aider d'une science qu'on appelle le comparatisme, notamment le comparatisme religieux. Il s'agit ici de définir le cadre théologique perdu des Scythes en le rapprochant avec les croyances du divers peuples iraniens et plus largement avec celles des peuples indo-européens. Et en la matière, on peut bien évidemment citer Bruno Dumézil, qui a été le pionnier de ces études religieuses et qui a consacré certains de ses travaux fondamentaux au récit épique ossète sur le peuple mythique des Nartes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir pendant cette conférence. L'histoire des Scythes s'inscrit dans l'histoire des steppes eurasiatiques, et pour comprendre comment cette civilisation s'est développée dans cet espace, il faut d'abord en comprendre la géographie. Ça me semble fondamental. Donc, laissez-moi donc vous dire quelques mots sur la géographie et la démographie de la steppe eurasiatique avant de débuter notre histoire. Pour ceux qui ont assisté à l'histoire des Turcs, vous allez sans doute reconnaître certains noms, c'est normal. Beaucoup de peuples et de civilisations dans l'histoire sont apparus, se sont succédés ou ont traversé ce vaste espace, qui s'étend sur quasiment toute l'Europe et l'Asie. La steppe s'étend d'ouest en est, de la plaine hongroise et des Bouches du Danube à la Mongolie et à la Mandchourie. Sur 7 ou 8 000 km environ, rythmée par les cours des grands fleuves, elle n'est vraiment coupée que par les plus hauts massifs montagneux. Les hauteurs de l'Altaï, jointes au sud à celles du Tian-Shan et du Pamir, forment une barrière cependant franchissable par divers passes. Avec le cours du Yenisei, l'Altaï a d'ailleurs constitué la limite orientale de l'expansion massive des populations de l'ensemble scythique, sans les arrêter complètement. Nous y reviendrons. Cette immense étendue est divisée en 3 espaces, que vous voyez ici. Tout d'abord, la steppe boisée qui s'étend des Carpates à l'Oural et forme au nord la transition mixte européenne, puis les grandes forêts de la taïga sibérienne. Ensuite s'étend la steppe herbeuse, puis au sud, donc la steppe herbeuse elle est plutôt au centre, et puis au sud s'étend la steppe semi-désertique qui débouche sur les vrais déserts du sud de l'Asie centrale et de la Mongolie. Il y a des variations sensibles entre l'ouest et l'est des steppes, le climat étant beaucoup plus clément et les amplitudes annuelles de température bien moindres dans les premières. Malgré ces différences, l'ensemble des steppes, y compris sa périphérie montagneuse et désertique, a formé, environ à partir du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, et pour une très longue période, un même monde dominé par des cultures nomades qui partageaient souvent, à un moment donné, des caractéristiques communes. Cette relative homogénéité a été particulièrement forte à l'époque scythe. Point assez habituel avant de commencer ma conférence. Un rappel, je ne suis pas historien-chercheur, mes informations proviennent de différents ouvrages de spécialistes de la question. Aussi, ma conférence va être un résumé d'une histoire complexe, celle-ci peut donc contenir des approximations, voire des erreurs. Si vous êtes intéressé par le sujet, merci de consulter les ouvrages spécialisés. Ces derniers sont accessibles en message épinglé sur le salon Études indo-européennes. Je terminerai, avant de commencer réellement, par évoquer une chaîne YouTube que vous allez trouver si vous tapez les sites sur YouTube. C'est une des chaînes qui ressort en premier et qui utilise d'ailleurs la même miniature que pour la conférence. C'est la chaîne d'un dénommé Le Cercle d'Ulfric. Vous faites ce que vous voulez de cette chaîne, mais je vous dis que cet homme vient des milieux pas très fréquentables à droite, pour ne pas dire autre chose, et que ses vidéos manquent parfois de sérieux. Cependant, pour une introduction, ça peut être pas mal de regarder certaines de ses vidéos, mais faites très attention, prenez vraiment cette chaîne avec des pincettes parce qu'il n'est pas neutre. Il y a un fort caractère idéologique derrière ses vidéos. Voilà. Mais en tout cas, c'est une chaîne qui parle des Scythes, qui parle des autres peuples europoïdes du monde. Mais je vous mets en garde, tout simplement. Passons à la conférence avec le plan. Alors voilà le plan de la conférence. On a étudié l'origine des Scythes, les Scythes et les mondes scythiques, les Scythes d'Europe, et enfin on va étudier la culture nomade des Scythes. Les origines, l'aube des nomades. Alors, au Chalcolithique, donc du 5e au 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc là on remonte assez loin, les steppes de la future ère scythique étaient dominées par la succession de cultures que les archéologues occidentaux, depuis, réunissent sous l'appellation générale de culture des Kourganes. Il s'agit d'une série de types de cultures apparentées, avec notamment une structure sociale patriarcale et hiérarchisée.
Sédentaires et pratiquant l'élevage et l'agriculture, ils présentent néanmoins une forte coloration guerrière et une grande tendance à la mobilité et à l'expansion aux dépens de leurs voisins sans doute moins belliqueux. Ces cultures des Kourganes représentent, selon la théorie aujourd'hui admise par une majorité de spécialistes, la traduction archéologique de l'ensemble linguistique et culturel indo-européen, puis des premières phases de son expansion par vagues successives. Différentes caractéristiques, notamment les rites funéraires, dont des tombes sous tumulus, les fameux Kourganes, les stèles funéraires anthropomorphes, les sacrifices de l'entourage annoncent clairement certains traits que l'on retrouvera chez de nombreux héritiers de la communauté indo-européenne, notamment les Scythes, qui inhumaient leurs défunts de la même manière, bien que ces deux cultures soient espacées de plusieurs dizaines de siècles. Mais la véritable origine de la culture scythe se situe pas entre le 5e et le 3e millénaire, mais plutôt au 2e millénaire avant notre ère. À l'âge du bronze, deux cultures importantes et très proches entre elles, liées à l'ethnogénèse des futurs peuples scythiques, se développèrent dans les steppes sur la base de cette tradition des Kourganes. On a tout d'abord la culture dite des tombes à charpente sur la Volga et celle d'Andronovo. Plus connue en Sibérie, Andronovo, et en Asie centrale. Donc vous voyez ici une animation très bien faite qui résume la diffusion de la culture Yamna à travers l'Europe, qui donnera naissance à la culture de Shintashta, qui elle-même donnera naissance à la culture d'Andronovo. Et vous voyez la diffusion de cette culture à travers l'Eurasie. La culture d'Andronovo est en fait issue de la culture de Shintashta, comme je l'ai dit, elle-même directement issue d'une migration provenant de la culture de la céramique cordée en Europe, du centre-nord. Donc la céramique cordée, c'est la grande culture qui s'étend sur tout le nord de l'Europe, voilà, juste ici, qu'on appelle aussi corded ware, qui est une autre culture européenne, également issue de la fameuse culture Yamna. La culture Yamna qui est à l'origine de la diffusion de toutes les cultures et de toutes les langues indo-européennes. Ce sont des cultures qui sont encore sédentaires, mais où l'élevage occupait une place importante, qui servirent de matrice principale au peuple scythique. Leurs porteurs, donc les porteurs de cette culture de type européide, parlaient des langues indo-européennes, probablement de la branche iranienne. La culture peu tardive de Karasouk, développée au XIIIe et VIIIe siècle avant Jésus-Christ sur une partie de l'ère orientale d'Andronovo, et d'attribution ethnique incertaine, semble aussi avoir joué un certain rôle dans la formation des cultures nomades. L'émergence de ces nouvelles cultures d'éleveurs nomades, cavaliers et guerriers, s'est faite très rapidement dans tout le vaste corridor des steppes au début du premier millénaire. Donc diffusion assez rapide, diffusion qui a été permise par la généralisation de l'équitation. On sait que la domestication du cheval avait débuté dès le néolithique, et cette domestication démultiplie le rayon d'action de l'éleveur. L'équitation ouvrait aussi la voie au développement d'une cavalerie d'archers, montés, plus nombreuses et mobiles, ainsi que le développement de chars de combat à deux roues. Dans la future city européenne, entre les cours inférieurs du Danube et du Don, le passage au nomadisme s'est produit vers le IXe siècle avant Jésus-Christ. Bien que les cultures des premiers nomades de ces régions reflètent certains liens avec l'Asie centrale et la Sibérie, avec notamment les influences de la culture de Karasouk. On considère qu'elles sont principalement les héritières des cultures sédentaires locales de l'âge du bronze, donc il y a eu une continuité. Le type anthropologique de leurs porteurs, en tout cas, ne contredit pas cette continuité. Parmi ces vestiges nomades pré-scythiques, on peut citer les Cimériens, pas les Sumériens, ne pas confondre, là on parle des Cimériens, que les sources grecques, en particulier Hérodote, présentent comme les prédécesseurs immédiats des Scythes dans les steppes au nord de la mer Noire, et que les sources assyriennes connaissent à partir des années 710 avant Jésus-Christ. Cependant, pour divers chercheurs, les Cimériens des sources ne sont guère qu'une première vague scythe, et il n'y a pas de différence réelle entre les deux peuples. La culture scythe n'est qu'une évolution de celle attribuée aux Cimériens. L'identification pure et simple des Cimériens et des premiers Scythes nous paraît cependant excessive dans la mesure où, contrairement à ce qui est parfois affirmé, les sources tant grecques qu'assyriennes les distinguent toujours. Du point de vue ethno-linguistique, les quelques noms des rois cimériens préservés par les sources assyriennes pourraient s'expliquer au moins partiellement par des racines iraniennes. Si les Cimériens sont bien des nomades pré-scythes des steppes ukrainiennes, ils parlaient assurément une langue indo-européenne, iranienne, et une affiliation iranienne est alors plus vraisemblable qu'une affiliation thrace, qui a également été proposée par certains chercheurs. Il est d'ailleurs possible qu'au moment de leur migration au sud du Caucase, ils n'ont pas été un peuple homogène,
mais plutôt un regroupement d'aventuriers comprenant, sous la direction d'une élite nomade iranophone, des éléments thraces et d'autres de langue caucasique. Mais revenons au site. Avec l'apparition et la diffusion des sites dans la culture nomade. Le stade site des cultures nomades, au sens plus large du terme, est défini par un certain nombre de caractéristiques auparavant inconnues des cultures pré-sites. C'est ce qui permet aux chercheurs de dire « tiens, voilà ici une culture site » et de dire avant « tiens, voilà ici une culture non sithique ». Les principales formes de ce qu'on appelle traditionnellement la triade sithique sont, à savoir l'art animalier, certaines armes qui n'appartiennent qu'aux sites, notamment l'épée, dite akinakes, et des types de pointes en flèche, et enfin certains éléments de harnachement de chevaux. Voilà par exemple un fourreau d'Akinakes orné d'un lion saisissant un cerf, retrouvé au Tadjikistan. Pardon, je vais trop vite. L'état actuel des connaissances permet de dire qu'elles semblent apparaître d'abord dans les steppes asiatiques. On retrouve dans cette région des motifs datant du 2e millénaire et du 1er millénaire, représentant des cerfs ou des sangliers qui préfigurent l'art scythe, tourné essentiellement vers ces animaux. Cela signifie que dès la période des premiers nomades, des éléments que l'on retrouvera plus tard dans les cultures de la période scythe s'étaient formés très loin à l'est. La seconde vague avait commencé à rouler alors même que la première couvrait encore les steppes européennes. L'apparition de traits scythes en Europe est en effet nettement plus tardive que dans les steppes orientales. Suivant le consensus traditionnel, les premières sépultures scythes archaïques datées avec une bonne précision sont celles de Kellermès, dans l'actuelle Russie, dans le territoire de Krasnodar, dont les plus anciennes pourraient remonter au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, certains archéologues font mention de vestiges scythes en Europe, beaucoup plus anciens, dans certains kurganes, ce qui peut signifier que la pénétration des Scythes dans les steppes européennes a été un processus long, dont les premières étapes auraient commencé par la période cimérienne. Nous verrons dans la troisième partie de cette conférence comment on peut reconstituer la plus ancienne histoire des Scythes en Europe. À compter du 7e siècle avant Jésus-Christ, les cultures nomades scythiques qui occupent la plus grande partie des steppes d'Eurasie, du Danube et du Yenisseï forment un vaste horizon culturel dont les différentes parties partagent beaucoup de traits communs. C'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie en étudiant spécifiquement certaines cultures scythes. En nous concentrant d'abord sur l'Asie centrale. Pour les territoires situés grossièrement entre l'Oural et la Sibérie, la Perse et le massif des Tian-Shan, nous disposons de sources aussi bien perses que grecques et d'un matériel archéologique important mais dispersé dans l'espace et le temps. Les sources perses, bien qu'elles se limitent à des inscriptions d'époque achéménide, donc 6e, 4e siècle avant Jésus-Christ, sont les plus précieuses, dans la mesure où l'Empire perse était en contact direct avec plusieurs groupes de nomades. Ces derniers étaient à la fois un péril frontalier pour l'Empire achéménide, qui tenta à diverses reprises de les soumettre, et un réservoir notable de troupes auxiliaires et de mercenaires, comme durant les guerres médiques, puis pendant l'invasion macédonienne. Ces données épigraphiques regroupent généralement les nomades européides et iranophones d'Asie centrale sous le nom collectif de Sakou, que nous francisons en Sakas ou en Sas. Vous voyez ici l'ère ethnoculturelle des Sas. Ce nom était d'ailleurs étendu aux Scythes d'Europe, dont les Perses devaient reconnaître l'étroite parenté avec les Sas. Mais aujourd'hui, nous considérons les Sas comme la branche orientale des peuples scythes, et donc nous faisons la différence entre les Scythes et les Sas. Tout autour de l'Issyk-Kol, ici entouré en bleu, dans l'actuel Kirghizistan, au sud-est du Kazakhstan aussi, et en Kirghizie orientale, la région des 7 rivières devait être le foyer d'un autre groupe puissant, Sas, qui n'était pas seulement présent en Iran. Les plus anciens vestiges de ces nomades datent du 7e voire du 8e siècle avant Jésus-Christ. La sépulture Sas la plus célèbre de cette région a été découverte à Izhik, au Kazakhstan. C'est celle de l'homme d'or, dont vous voyez ici une reproduction. Un jeune homme portant de luxueux vêtements recouverts de plaquettes d'or, une manifestation extrême du goût scythique pour ce genre de décor, et une étonnante coiffure hérissée de pointes. C'est tout à fait spectaculaire. Elle a livré des armes, donc des épées longues et courtes, et des motifs d'art animalier de grande qualité,
Ainsi, ce qui pourrait constituer le seul témoignage connu à ce jour d'une écriture sasse ancienne. La population sasse des 7 rivières était europoïde, avec de faibles apports mongoloïdes. Des cimetières attribués aux Sas, comme celui de Songyanshang, excusez-moi c'est en chinois, ont été fouillés sur le versant chinois des Tian Shan. D'autres vestiges nomades d'époque site ont été découverts dans le Pamir, dans l'actuel Tadjikistan, où des nomades europoïdes, probablement des Sas, avaient développé une transhumance verticale entre pâturage de plaine et alpage. Je vais poursuivre mon survol du monde site en vous parlant de la Sibérie, de la Mongolie et des cultures sas qui s'y trouvent. Hérodote évoque dans cette région plusieurs peuples mystérieux, comme les Boudines, roux aux yeux bleus, chez lesquels habitent aussi les Gélons, qui seraient des colons grecs. Plus loin à l'est rédisent les Tissagètes, peuple de chasseurs, puis les Lyrques, puis d'autres sites. S'agirait-il donc d'un groupe site européen dissident, ou peut-être d'une partie des proto-sites demeurés en arrière lors de la migration vers l'Europe? Derrière les montagnes, des légendes situent les hommes à pied de chèvre et d'autres qui dorment la moitié de l'année, mais à l'est résiderait le peuple bien réel des Ysédons, puis au nord des cyclopes appelés Arimasp, et des griffons qui gardent les mines d'or. Plus loin encore habiteraient au bord de la mer les Hyperboréens, qu'Hérodote lui-même considère comme mythiques. À ce point ultime du monde connu s'arrête la science grecque du temps d'Hérodote, parce qu'on voit qu'il décrit plein de peuples différents et un peu n'importe quoi d'ailleurs. Aucun argument ne semble déterminant vis-à-vis de la description de tous ces peuples par Hérodote. Il existe de nombreuses hypothèses basées sur les ethnonymes énumérés par Hérodote, la toponymie et les types physiques, mais tout cela n'est pas concluant pour les chercheurs. Et plus encore qu'en Asie centrale, il n'y a aucune correspondance sûre entre tous ces gens et des groupes culturels que révèle l'archéologie. Les Lyrques sont souvent rapprochés des Ougriens, donc les locuteurs des langues finno-ougriennes de la famille ouralo-altaïque, sur la seule base d'une assonance assez vague de leur nom. Les Icédons ont été identifiés aussi bien aux porteurs de la culture scythique de Tasmola qu'à ceux de la culture scythique de l'Altaï et même aux Yueshi, des Europoïdes de Chine occidentale. Mais revenons aux faits scientifiques et étudions quelques cultures sas d'Asie. Je remets ce schéma qui est très important. La plus célèbre des cultures nomades d'Asie de l'époque sas est la culture dite de l'Altaï, qui se situe entre les 7e et 3e siècles avant Jésus-Christ, avec des prolongements jusqu'au début de notre ère. Cette culture est connue pour ses courganes gelées. Il s'agit de sépultures dont le tertre, comprenant une couche de pierre, a favorisé la formation d'une lentille de glace perpétuelle qui a préservé de façon spectaculaire les corps des défunts, les carcasses de leurs chevaux aussi, et les objets en matériaux qui sont censés être périssables, donc les vêtements, les tapis, les selles et les objets en bois. Ces découvertes ont complété sur beaucoup de points l'image du mode de vie des nomades. Il existe des similitudes frappantes, malgré l'opposition des modes de vie, entre la culture de l'Altaï et celle des sédentaires contemporains du bassin du Tarim et du Turkestan oriental, l'actuel Xinjiang chinois. Donc on peut citer comme similitude les vêtements, les tatouages corporels, etc. Ces habitants du Tarim, europoïdes, plutôt clairs, devaient parler des langues indo-européennes des branches tokhariennes et iraniennes. Ces similitudes peuvent refléter des migrations ou des contacts entre ces deux groupes europoïdes. Comme beaucoup d'autres nomades des steppes asiatiques, les porteurs de la culture de l'Altaï demeurent anonymes. Du point de vue anthropologique, ils apparaissent comme le plus métissé des groupes scythiques, comprenant, à côté d'un élément europoïde de langue probablement iranienne, un élément mongoloïde important. Passons maintenant à la culture dite de l'Oyuk, qui se situe aussi entre les 7e et les 3e siècles avant notre ère, et où les chercheurs ont retrouvé des sépultures souvent collectives et un emploi de plus en plus fréquent du fer pour la fabrication d'armes blanches. Le matériel archéologique présente des similitudes avec la culture de l'Altaï, notamment dans l'art animalier. La population était, contrairement à celle de l'Altaï, entièrement europoïde. Par ailleurs, des hydronymes, donc les hydronymes c'est le nom propre d'un cours d'eau ou d'une étendue d'eau, étaient d'origine iranienne. En tout cas, certains hydronymes ont été d'origine iranienne, ce qui prouve l'appartenance de la culture de l'Oyuk au groupe Sas et au groupe indo-iranien. Plus haut, sur le cours moyen du Yenisei, s'est constituée entre les 8e et les 7e siècles avant Jésus-Christ la culture dite de Tagar, dans le bassin de Minousinsk. Le matériel archéologique comprend des objets métalliques, surtout en bronze, de très haute qualité.
La culture de Taggart se distingue par son caractère sédentaire et ses rituels funéraires très particuliers. Les kurganes recouvrent des tombes collectives avec parfois plusieurs dizaines de personnes entourées d'enclos de pierre. Les restes humains témoignent de pratiques complexes, de rites funéraires avec trépanation, surmoulage en argile du crâne, décharnement et momification partielle, etc. Les tribus dites Taggart de l'époque scythe étaient europoïdes et de langue probablement iranienne. Les vestiges de nomades europoïdes se rencontrent au nord-ouest de l'actuelle Mongolie environ. Certains se rattachent à la culture de la Taille, tandis que d'autres ont été rapprochés de la culture de l'Oyuk ou attribués à un développement indépendant. Cette présence europoïde contraste avec la population de la Mongolie orientale où, durant toutes les périodes scythes, donc du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ, a régné une autre culture, la culture dite des Tombadales, portée par des Mongoloïques de langue probablement altaïque. Je ne vais donc pas développer davantage sur toutes ces cultures, j'espère que vous avez désormais une vision d'ensemble du monde Sas, qui s'étend, comme vous l'avez vu, de la mer Caspienne aux confins de la Chine et de la Mongolie. On va quitter l'Asie centrale et on va passer maintenant au site d'Europe, et aux peuples apparentés. Les sites d'Europe. Après avoir parcouru les steppes et survolé quelques cultures scythiques, nous pouvons revenir à la Scythie au sens hérodotéen du terme, le pays des Scythes, au nord de la mer Noire, à peu près dans l'actuelle Ukraine. Parlons d'abord des Sarmates. Les Sarmates. La culture sarmate est liée à la culture soromate. Cette dernière s'est constituée à la fin du 7e ou au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Cette culture a de nombreux points communs avec la culture scythe archaïque, mais comporte des caractéristiques bien reconnaissables, comme les épées longues, qui atteignent ou dépassent parfois le mètre, et les autels portatifs en pierre où l'on rencontre exclusivement et les autels portatifs que l'on rencontre exclusivement dans les tombes féminines. Le culte du feu paraît avoir eu une grande importance dans la culture soromate, notamment dans les rites funéraires. Le style animalier frappe par une grande expressivité et une certaine férocité des représentations animales. Hérodote rapporte la légende suivante. Les Soromates seraient, d'après Hérodote, descendants d'Amazones, donc les mythiques femmes guerrières, et de jeunes Scythes dont elles auraient accepté les hommages empressés. Ce qui nous intéresse, ce sont deux choses, ce sont deux informations qu'il faut retenir, et ce sont deux informations que Hérodote donne à l'appui de cette histoire. La première est le fait que les Soromates parlent une langue scythe, mais mâle, entre guillemets, d'après Hérodote. Autrement dit, ils ont un langage apparenté au scythique, mais pas totalement scythique. Et la deuxième chose, c'est le statut, stupéfiant pour un grec du 5e siècle, des femmes soromates. Celles-ci, chose tout à fait exceptionnelle, montent à cheval vêtues comme les hommes, vont à la chasse et même à la guerre comme les hommes. Les jeunes filles ne peuvent se marier tant qu'elles n'ont pas tué un ennemi, ce qui fait que beaucoup d'entre elles restent célibataires. L'archéologie confirme la place imminente des femmes dans la société soromate, leur rôle dans la célébration de certains cultes, dont celui essentiel lié au feu, et leurs compétences guerrières. Dans la zone Volga-Oural, 20% des sépultures féminines des 6e et 4e siècles contiennent des armes. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, la culture soromate subit une série de modifications pour donner naissance à ce qu'il est convenu d'appeler par la suite la culture sarmate ancienne. Deux hypothèses sur l'origine des Sarmates sont étudiées. On sait d'abord qu'ils parlaient une langue iranienne, ce qui fait certainement d'eux un peuple scythique. La première hypothèse voudrait qu'ils seraient arrivés depuis l'Asie centrale et qu'ils auraient migré en Europe via la steppe eurasienne durant l'âge du bronze. Une autre hypothèse suggère une évolution sur place depuis le néolithique. Ce qui est certain, c'est qu'ils s'étendent au détriment des sites européens. Donc ils prennent le pas sur les sites européens. C'est au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ que les Sarmates supplantent ces derniers en Ukraine. Leur poussée vers l'ouest se poursuit jusqu'au 1er siècle. La Sarmatie comprenait une zone géographique s'étalant sur la steppe pontique et qui avait pour limite au nord les terres couvertes par la forêt boréale ou la taïga, à l'ouest par le fleuve Vistule, au sud par le pont Euxin et enfin à l'est par la Volga et l'Oural. Les Sarmates étaient donc en contact avec des Germains sur la Vistule et des Grecs via la mer Noire et le pont Euxin. La Sarmatie comprenait ainsi une grande partie des contrées de la Scythie européenne.
Une étude de paléogénétique publiée en 2021, donc plutôt récente, suggère que les individus associés à la culture sarmate sont très homogènes, bien qu'ils soient répartis sur une vaste zone géographique et une large période. Les sarmates servent dans l'armée romaine au cours du IIe siècle après notre ère. La colonne de Trajan, toujours debout à Rome, montre dans ses fresques guerrières une représentation de guerriers sarmates en train de combattre les Daces. Pardon, j'ai dit deuxième siècle après notre ère, mais c'est deuxième siècle avant notre ère, excusez-moi. Et à la fin du quatrième siècle avant notre ère, sous la pression des Huns, certains groupes de Sarmates participent aux migrations et s'installent sur le territoire romain, notamment dans l'actuel Poitou en France. Parce que vous savez que sous la pression des Huns, beaucoup de groupes présents en Europe sont refloués vers les frontières assez dépeuplées de l'Empire romain et créent des colonies et des comptoirs en Europe. Et les Sarmates participent à ce vaste mouvement et s'installent sur le territoire romain du Poitou. D'ailleurs, on peut noter que 3 des 5 communes en France nommées Sermaises doivent leur nom à ces groupes de Sarmates. Donc peut-être que des lointains habitants de certaines villes s'appelant Sermaises ont parmi leurs ancêtres des cavaliers indo-iraniens. C'est assez surprenant. Passons maintenant au vif du sujet, à savoir les sites d'Europe. Notons tout d'abord quelque chose d'important. L'histoire des Scythes, au sens strict, c'est-à-dire peuple dominant la grande Scythie européenne, est très mal connue. Hérodote et d'autres auteurs antiques n'en ont rapporté que certains épisodes saillants, particulièrement des affrontements entre les Scythes et d'autres peuples. On peut noter l'invasion scythe en Orient, entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, l'agression des Perses en 513 avant Jésus-Christ, et les guerres scytho-macédoniennes dans les années 330 avant Jésus-Christ. Par ailleurs, nous ne connaissons que quelques noms de souverains scythes et l'archéologie reste lacunaire. Tout cela montre bien que nous ne pouvons pas actuellement restituer une véritable continuité historique, une véritable ethnogénèse des sites européens. Mais voilà ce que nous savons. L'établissement de la domination scythe au nord de la mer Noire est connu via des textes grecs. Par exemple, Alcman, un poète dorien du 7e siècle avant notre ère, évoque un cheval colaxaïen, c'est-à-dire appartenant à Colaxaïs, personnage du mythe d'origine des Scythes. Nous y reviendrons. Un peu plus tard, Alcée de Mytilène, fin 7e, début 6e siècle, qualifie Achille, le héros de la guerre de Troie, de souverain de la terre scythe. On peut donc assurer qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, au plus tard, les Grecs connaissaient l'existence des Scythes et de leur pays. Cependant, aucun de ces premiers textes ne contient d'allusion à leur origine ni à l'ancienneté de leur présence au nord de la mer Noire. Il en va de même des sources assyriennes, où les premières mentions des Scythes datent du premier tiers environ du 7e siècle avant Jésus-Christ. Quant à Hérodote, il présente les Scythes comme des nomades ayant habité l'Asie sans que leur région d'origine ne soit précisément située. Il ajoute que les Scythes furent chassés par un autre peuple, et historiquement cela est plutôt vrai. Les populations nomades subirent un phénomène récurrent dans les steppes d'Asie centrale, à savoir un groupe de nomades en chassant un autre, qui lui-même en refoule un troisième. D'après les informations d'Hérodote, le foyer scythe pourrait se situer dans un espace géographique assez vaste, situé quelque part à l'ouest de l'Oural, dans les steppes d'Asie centrale ou de Sibérie méridionale. L'archéologie donne une vision moins schématique de tout cela. En effet, les vestiges fouillés autour de la mer Noire montrent un remplacement de culture pré-scythique supposée cimérienne par la culture scythe. Mais d'une part, comme évoqué au début de ma conférence, il semble y avoir déjà eu des infiltrations scythes en pleine époque cimérienne, et d'autre part, la culture scythe archaïque conserve certains éléments pré-scythes, ce qui paraît exclure l'idée d'une émigration massive et définitive des Cimériens. Sur le plan anthropologique, il semble exister une certaine continuité entre les populations de la steppe ukrainienne du bronze final, donc notamment la culture des tombes à charpente, et celle de l'époque scythe, ce qui voudrait dire que les Scythes descendraient en partie des indigènes. Ce que l'on peut dire tout de même, c'est qu'un groupe de nomades venus de l'Est, que l'on peut appeler proto-scythes, pénètre les steppes européennes dès la fin du 8e siècle ou au début du 7e siècle. Porteurs d'une culture élaborée, préalablement dans les steppes asiatiques, ils eurent des contacts avec leurs prédécesseurs et se mêlèrent à eux. Avant de se stabiliser dans leur nouveau pays, les proto-scythes, plus ou moins renforcés par d'éléments antérieurs cimériens, lancèrent des expéditions de pillage et même parfois de conquête dans 2 grandes directions. L'une à travers le Caucase, vers la Médie et l'Anatolie, et l'autre au-delà des Carpates, vers l'Europe centrale. Je vous passe les longues décennies d'expéditions scythiques au sud du Caucase et en Orient.
jusqu'en Perse, pour me concentrer sur les 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Donc ces siècles-là ont marqué l'apogée des Scythes et de la Scythie. Cette période n'a plus vu de grandes aventures extérieures. L'archéologie illustre l'épanouissement de la culture scythe et l'enrichissement de l'élite dirigeante, particulièrement au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec l'édification de grands kurganes royaux. Cette époque fut aussi celle des relations entre Scythes et Grecs. On le voit avec le développement de l'art gréco-scythe. Les Scythes affrontèrent les Macédoniens lors de plusieurs guerres autour du Danube et furent défaits. Ce qui n'empêcha pas, bien évidemment, des mercenaires scythes d'être employés dans les armées d'Alexandre le Grand. À partir de la fin du IVe et durant le IIIe siècle, les Scythes perdirent la plus grande partie de leur aire géographique qu'ils contrôlaient pour ne conserver que la Crimée septentrionale et les régions attenantes sur le cours inférieur du Dniepr. C'est ce qu'on appelle la Petite Scythie, en opposition à la Grande Scythie des siècles précédents. Les causes de ce rétrécissement catastrophique de la Scythie européenne sont controversées. Comme je l'ai expliqué dans cette conférence, on a longtemps attribué ce reflux scythe à l'expansion des Sarmates, qui a débuté au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Sarmates auraient supplanté les Scythes, comme dans le récit que nous livre Hérodote. Les Scythes avaient eux-mêmes chassé les Cimériens en fait. Donc les Scythes chassent les Cimériens et les Sarmates chassent les Scythes. Tous ces peuples-là étaient bien évidemment de culture scythique et iranien. On en voyait la confirmation de cette migration dans le texte péremptoire de Diodore de Sicile, selon laquelle les Sauromates, je cite, devenus plus nombreux avec le temps, ravagèrent la plus grande partie de la Scythie, y mirent tout feu et à sang, et la rendirent presque déserte. Fin de citation. Pour certains archéologues, les traces des Sarmates se rencontreraient bien dès la fin du IVe siècle, à l'est du Don et même du Donetsk, et au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ sur la rive gauche du Dniepr. La création d'établissements fortifiés scythes sur le cours inférieur du fleuve à cette époque serait tournée contre cette menace, donc contre la menace sarmate. Pour d'autres chercheurs, l'effondrement dans la Grande Scythie serait dû à des conditions économiques ou climatiques. Ces deux visions, donc l'effondrement à cause d'une invasion ou l'effondrement à cause de considérations internes au site, reposent en partie sur l'archéologie, en particulier l'identification et la datation des plus anciennes traces des Sarmates en Ukraine, sur lesquelles le dernier mot n'a pas encore été dit. Ce débat ne pourrait être tranché que par de nouvelles découvertes archéologiques faites pour des périodes comprenant le 4e mais surtout le 3e siècle avant Jésus-Christ. Concernant la Petite Scythie, autour de l'Ukraine septentrionale, l'identité scythe s'est maintenue jusqu'au 1er siècle de notre ère. C'est une longue période, mais privée du lustre des phases précédentes, qui est considérée comme une sorte d'épilogue un peu nostalgique de la grandeur passée des Scythes. À partir de la fin du 2e siècle de notre ère, l'histoire politique et militaire des Scythes de Crimée et du Bas-Dniepr n'est pratiquement plus documentée. Au milieu du 3e siècle de notre ère, la poussée des Goths germaniques venus d'Ukraine méridionale refoula une partie de la population scythe vers les montagnes du sud-ouest de la Crimée, qui offraient des positions plus sûres. Les Goths assimilèrent sûrement certains groupes de Scythes demeurés sur les territoires qu'ils contrôlaient. On suppose que le coup ultime fut porté aux établissements scythes résiduels par les invasions uniques, donc les invasions d'Attila le Hun, à partir de 375 après Jésus-Christ. Il n'y a cependant pas de raison de croire que les derniers Scythes furent complètement exterminés. Leurs traces anthropologiques s'y distinguent jusqu'à une date très tardive. L'étude menée sur les restes humains de la nécropole de Tchoufoutkale près de Bakhchirassaï en Crimée, sur un site fortifié par les Byzantins, montre que la population des 6e et 9e siècles après Jésus-Christ était probablement composée d'un mélange de Goths et d'Alains ayant assimilé les vestiges de populations antérieures avec un type physique majoritaire qui se rapproche de celui des sites tardifs de Crimée. Passons maintenant à la dernière partie, la culture scythe, et voyons l'identité scythe. Dans une sous-partie, voyons les noms ethniques des populations scythes. Le nom des Scythes nous est connu sous la forme grecque skythes, au pluriel skytai, d'où le latin scythae et le français scythe. Hérodote stipule que skytai est le nom que les Grecs donnent aux Scythes, mais eux-mêmes se nomment skolotes. Cette affirmation est à l'origine de nombreuses théories scientifiques sur l'origine du nom des Scythes, et rien ne semble encore tranché à ce jour, donc je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Les Scythes d'Europe utilisaient aussi l'auto-ethnonyme, donc l'auto-ethnonyme c'est le nom qu'un peuple se donne à lui-même. Donc les Scythes d'Europe utilisaient aussi l'auto-ethnonyme Aria pour se désigner.
Il s'agit probablement de l'auto-ethnonyme originel des populations de langue indo-iranienne, connu aussi bien en Inde que dans le monde iranien sédentaire et nomade. J'allume ma lumière. Hop. Ainsi, le nom même de l'Iran est un dérivé, donc du mot Arya, Iran signifiant littéralement pays des Aryens. Il est donc possible que les Scythes se soient considérés comme Aryens, exactement comme les Croates, Polonais ou Ukrainiens se savent et se disent Slaves, même si ce n'est pas l'appellation principale de leur propre communauté politique et culturelle. À côté de ces appellations ethniques collectives, les sources ne livrent guère de noms tribaux. Voyons maintenant l'aspect physique des Scythes. La question de l'aspect physique des Scythes offre un cas intéressant de contradiction majeure entre des sources écrites, longtemps crues aveuglément, et les données archéologiques plus récentes. Jusqu'au XIXe siècle environ, En effet, sur la foi d'une description d'un auteur grec de la seconde moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, connu sous le nom de Pseudo-Hippocrate, on a cru que les Scythes formaient une population mongoloïde. Ils auraient ainsi été une sorte d'avant-garde des Asiates en Europe, des précurseurs de certains Turcs et Mongols. Tout cela est bien évidemment totalement faux. On le sait grâce à l'analyse des restes humains trouvés dans les différentes tombes scythes en Europe et en Asie. Les Scythes sont des européides, des blancs, au crâne plutôt doliocéphale, avec une face orthognate. Leurs yeux ne sont jamais bridés. Voilà une représentation imagée de ce que pouvaient être les cavaliers scythes. Mais faute de représentation colorée ou de conservation des matières organiques, comme dans l'Altaï, il est difficile de dire si les Scythes avaient, en moyenne, des yeux et des cheveux plutôt clairs ou foncés. Les anthropologues ukrainiens et russes les rattachent souvent, sur la base de mensuration du squelette, au type appelé méditerranéen. Cette affirmation doit être nuancée puisque des écrits antiques signalent des types clairs dans les populations scythiques des Sarmates et Alains, donc des populations liées aux Scythes. C'est simplement la proportion de yeux clairs et de couleur de peau qui est difficile à établir. Concernant les tailles, grâce aux squelettes retrouvés, les chercheurs ont pu déterminer que la taille moyenne des Scythes était de 1,67 m pour les hommes et 1,59 m pour les femmes. Mais là aussi, il y a un décalage entre les squelettes retrouvés dans les tombes des plus riches et les squelettes retrouvés dans les tombes des lambda. Par exemple, les squelettes retrouvés dans les tombes de l'aristocratie scythe, on a retrouvé des squelettes qui atteignaient des tailles avoisinant les 1,80 m, 1,90 m et parfois même 2 mètres. Donc ces derniers spécimens, donc les squelettes de 2 mètres, étaient pour leur temps de véritables géants. Donc vous imaginez le roi Scythe qui fait 2 mètres de haut. On peut donner à ce fait des explications diverses. Il est possible que dans certains cas, l'élite était issue d'une tribu et d'un stock de population ethniquement différent du reste de la population, et que, conquérant et conquis, n'aient pas présenté des caractéristiques physiques identiques. Il se peut aussi, mais il est aussi probable, que la vie plus aisée et la meilleure nourriture des chefs scythes favorisaient chez eux une meilleure croissance. Donc la question n'est pas tranchée. On constate aussi, chez les Scythes d'Europe, des variations géographiques intéressantes. Ainsi, les nomades des steppes de la steppe herbeuse méridionale ont en moyenne un visage plus large et des orbites plus hautes que les défunts trouvés dans les tombes scythoïdes de la steppe boisée, qui sont plus doliocéphales, avec un visage étroit et bas. Ce qui est remarquable, c'est que chacune de ces variantes prolongerait des types locaux de l'âge du bronze moyen et de l'âge du bronze final. Donc la culture des porteurs des tombes à charpente et la culture de Bilozyrka dans la steppe herbeuse et la culture de protoslaves de Komariv dans la steppe boisée. Ces constatations sont toutefois à nuancer, à propos notamment de la continuité entre les occupants des steppes européennes de l'âge du bronze et les Scythes nomades. Il s'agirait plutôt d'un apparentement dû à la souche indo-européenne puis iranienne commune. Les proto-Scythes seraient les descendants revenus vers l'ouest de populations originaires d'Europe. Rappelons que presque tous les nomades des steppes eurasiatiques à l'époque scythe étaient européides. En Sibérie méridionale et en Asie centrale, l'ère de peuplement européide, héritage de la grande expansion indo-européenne à l'est et sans doute d'autres migrations plus tardives, s'étendait jusqu'au Yenisei, jusqu'à l'Altaï mongol, au Tian-Shan et au Turkestan oriental. Des nomades européides sont signalés par les sources chinoises qui les nomment Yueshi et Wusun jusque dans le Gansu. Comme en Europe, une partie au moins de ces populations avait les yeux et les cheveux clairs. Une étude paléogénétique de 2008 conduite dans la région de Krasnoïarsk,
Donc le foyer de la culture de Tagar, à l'époque scythe, a montré la fréquence des types clairs chez les habitants de la Sibérie méridionale, de l'âge du bronze au début de notre ère, et la présence chez eux de caractéristiques génétiques probablement issues d'Europe centro-orientale. Certains des corps retrouvés dans les tombes gelées de l'Altaï auraient conservé leurs cheveux blonds. Voyons maintenant les langues scythiques. J'ai maintes fois évoqué l'iranophonie, donc j'ai maintes fois évoqué tout au long de cette conférence l'iranophonie des Scythes et d'autres peuples scythiques, mais il convient d'y revenir en détail via ce graphique. Pour simplifier la classification habituellement retenue, l'iranien est divisé en deux groupes, l'un occidental, illustré aujourd'hui par exemple par le persan moderne, parlé en Iran, et le kurde, parlé au Kurdistan, et l'autre rameau, dit oriental, représenté aujourd'hui entre autres par le pachto et l'ossète, parlé en Ossétie, donc dans le Caucase. Il apparaît que les langues des anciens peuples scythiques, donc les langues scythes, les langues soromates, sarmates, les langues alains, les langues sako-massagètes, les tribus iranophones de Sibérie et du Turkestan oriental appartenaient, comme le sogdien, le chorasmien, le bactrien et le khotanais, au groupe dit oriental des langues iraniennes. Parmi les langues modernes de ce groupe, l'ossète prolonge la langue des alains, et les langues dites pamiriennes sont probablement un vestige de parler sas. Vous voyez entouré en rouge, est-ce que j'ai le... Voilà, sur le pointeur, vous voyez ici entouré en rouge le dialecte des langues scythes. D'un point de vue de la chronologie linguistique, les Scythes, j'ai sauté un passage, les Scythes n'écrivaient pas leur langue. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas trop à quoi pouvait ressembler leur langue, on n'a quasiment aucune source écrite. Le matériel pour étudier cette langue est très pauvre et repose sur les peuples les ayant fréquentés et qui ont laissé des traces écrites de l'étude de cette langue. Donc on étudie la langue scythe de manière indirecte. Je pense aux Grecs, bien évidemment, aux Perses et aux Assyriens. Ces écrits nous ont laissé quelques mots scythes, mais il est cependant impossible d'affirmer avec certitude si cette langue était un dialecte homogène parlé dans l'ensemble du monde scythe, ou au contraire un éclatement dialectal avec plein de petits dialectes éparpillés. D'un point de vue de la chronologie linguistique, on peut rattacher le ou les parlers des Scythes d'Europe au 7e, 3e siècle avant Jésus-Christ, au stade de l'iranien ancien, caractérisé par une bonne conservation des structures morphologiques héritées de l'indo-iranien et au-delà de l'indo-européen. À ce stade, les différences entre les langues iraniennes devaient être assez limitées et pouvaient permettre une certaine intercompréhension entre les divers peuples. Probablement vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, si vous étiez un voyageur de cette époque, il aurait été possible de voyager par les steppes de la plaine hongroise jusqu'à la Mongolie et de se faire comprendre partout en parlant un dialecte iranien oriental. Peut-être même que Darius, le grand roi des Perses, pouvait se faire comprendre de ses adversaires scythes. Passons maintenant à la société scythe, en étudiant le pouvoir et la politique chez les Scythes. Durant toute leur histoire, les Scythes ont connu un pouvoir royal fort et qui comportait une dimension sacrée importante. Le titre royal scythe peut être restitué sous la forme de Shai ou Kshaya, à partir des trois fils de Targatos, le premier roi de la légende d'origine. Ces trois fils sont Aporchaïs, Lipokchaïs et Kolokchaïs. Ici, la terminaison finale Chaïs signifie roi. Ce titre est pan-iranien et remonte à une racine qui suggère la brillance, la luminosité. On le trouve en vieux perse et en perse moderne, ce qui donnera Shah, roi, et Shahanshah, roi des rois. On pense naturellement au Shah d'Iran. Ceci suggère que la monarchie scythe avait des racines pan-iraniennes et même indo-iraniennes, bien que le même titre puisse évidemment recouvrir des pouvoirs, des modes de désignation et des idéologies de la royauté très différents. Cette monarchie revendiquait des origines divines, tant pour l'institution en tant que telle, que pour les souverains régnants. Le mythe qu'Hérodote présente comme celui des Scythes eux-mêmes prétend que le premier homme, qualifié d'ailleurs du premier roi, Targitaos, était le fils de Zeus, de Zeus pour les Grecs, mais de Papaios en scythien, et d'une fille du fleuve Borystène. Son fils cadet, Kolakchaïs, investi de la royauté par des objets d'or tombés du ciel et que lui seul put saisir, divisa la Scythie en 3 royaumes pour ses propres fils. Le roi était le garant de la religion scythe, nous y reviendrons, de la justice et le premier des guerriers. En effet, les rois combattaient comme n'importe quel cavalier scythe, avec leurs soldats.
Un autre problème est la structure concrète de l'institution monarchique des Scythes en Europe. Colachais avait, paraît-il, divisé en 3 son royaume. Or, au moment de l'invasion de Darius, l'armée scythe était, d'après Hérodote, commandée par les 3 rois que sont Idantirsos, qui nous est présenté comme le roi des Scythes, Scopacis et Taxakis. Ces 2 derniers étaient apparemment bien à la tête de formations politiques distinctes, puisqu'il est question du royaume de Scopacis. Hérodote ne dit rien des éventuels liens familiaux entre ces 3 personnages royaux. S'agit-il d'un même État traditionnellement divisé en 3 parties, chacune avec son propre roi, ou de 3 États distincts, on n'en sait rien. Et comment cette répartition s'harmonise-t-elle avec la répartition de la population scythe en tribus ou en peuples? Là aussi on n'en sait rien. Hérodote ne fait mention nulle part de rapprochement entre son énumération ethnogéographique et le cadre politique qu'il évoque. Voyons maintenant le statut des femmes dans la culture scythe, ça me semble important de le relever. La place des femmes dans les sociétés scythiques est une question qui suscite beaucoup d'intérêt. Là encore, plutôt que d'avoir recours à des dogmes pseudo-scientifiques comme les survivances chez certains nomades d'un prétendu stade matriarcal de la société, ou de projeter sur les sites des façons complètement anachroniques nos modernes préoccupations de parité des sexes, il faut regarder les faits et essayer de les comprendre. Toutes les sociétés indo-européennes anciennes qui nous sont connues étaient de type patriarcal. Toutes. Ceci n'empêchait nullement certaines d'entre elles d'accorder à la femme des fonctions éminentes, par exemple dans le domaine religieux. Une certaine autonomie aussi dans certains domaines comme l'autonomie économique, voire même un rôle politique, et beaucoup plus rarement une place sur le champ de bataille. Concernant la compétence martiale des femmes, on a retrouvé dans les tombes scythes en Ukraine un nombre non négligeable de tombes de guerrières. Ce nombre est d'ailleurs certainement sous-estimé, car, faute d'analyse anthropologique des restes, les sépultures contenant des armes et dépourvues d'objets typiquement féminins étaient généralement, jusqu'à une date récente, attribuées à des hommes, donc ça fausse totalement les mesures. En tout cas, suivant les données actuellement disponibles, la proportion de tombes féminines contenant des armes aurait été très élevée dans le groupe archéologique de la steppe herbeuse, qui correspond à la plus grande partie des sites nomades. Elle s'élèverait à 27 ou 29%, ce qui est encore supérieur à la proportion constatée chez les Sormates et les Sarmates anciens, qui avoisinaient les 20%. Les armes déposées dans ces tombes féminines scythes sont essentiellement des arcs, avec leurs munitions et accessoires, des lances et des javelins. Les épées et les poignards sont exceptionnels, donc exceptionnellement rares. Les équipements défensifs sont absents. Les explications rituelles ou purement symboliques pour expliquer la présence de ces armes ne sont pas convaincantes. On sait que les femmes pouvaient protéger des troupeaux ou des prédateurs et qu'elles participaient sans doute à la défense des camps. On ignore cependant si elles étaient associées à de véritables opérations de guerre. Fait intéressant, les armes sont très rares dans les tombes féminines les plus riches. Voyons maintenant la religion. La religion scythe est à la fois bien et mal connue. D'un côté, l'information est abondante, Hérodote énumère tous les dieux scythes de façon exhaustive. Il nous conte des mythes fondamentaux, avec les noms scythes apparemment authentiques de leurs auteurs et de leurs acteurs. Ces données peuvent être comparées à celles des religions iraniennes et indiennes, et plus largement aux Indo-Européens, mais aussi au culte chamanique des nomades altaïques, et à l'inestimable conservatoire de la culture scythe qui constitue la tradition toujours vivante des Ossètes. D'un autre côté, il faut admettre que des points fondamentaux nous échappent concernant la religion. Les dieux hérodotéens ne sont que des noms accompagnés d'une assimilation approximative aux divinités grecques, et dont les fonctions précises et les relations demeurent dans plusieurs cas énigmatiques. Reconstituer une théologie scythe complète n'est donc pour l'heure pas possible. Mais voilà la liste des dieux scythes d'après Hérodote. Donc, vous les voyez, donc Tabiti, c'est la déesse équivalente à Hestia, donc la déesse grecque du feu et du foyer, Papaios, le dieu équivalent à Zeus, bref. Ils sont ici, je vous laisse les lire. Pour la dernière remarque, le dieu équivalent à Héraclès et un dieu équivalent à Arès. Il y a quelque chose qui est à noter. Les dieux guerriers, Hérodote ne livre pas le nom équivalent en scythe des dieux équivalents à Héraclès et les dieux équivalents à Arès.
Peut-être parce que ces informateurs scythes n'ont pas voulu les mentionner, il est possible qu'un tabou religieux ait interdit de les invoquer devant un étranger ou en dehors des situations précises. Et c'est peut-être le cas au siècle suivant chez les Sarmates et les Alains, dont le ou les dieux de la guerre sont également anonymes et n'apparaissent pas dans les sources grecques et romaines que sous des noms empruntés aux mythologies classiques. Le mythe d'origine scythe présente des éléments des trois fonctions indo-européennes. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais reprenons. On va étudier maintenant le mythe d'origine. La légende raconte ceci. 1000 ans avant l'invasion de Darius, Zeus eut une fille du fleuve Borysthène, un fils nommé Targitaos. Celui-ci eut à son tour 3 fils nommés Lipocchaïs, Harpocchaïs et le cadet Colochaïs. Je cite Hérodote, début de citation. Sous leur règne, du haut du ciel tombèrent en Scythie des objets en or, une charrue et un joug, une hache, Sagaris, et une coupe. L'aîné les vit d'abord et voulut les ramasser. Mais à son approche, l'or s'enflamma, il recula. Et le deuxième fils voulut s'approcher à son tour. La même chose advint. Les flammes les repoussèrent donc tous les deux. Mais quand le troisième fils, le plus jeune, se présenta, elles s'éteignirent, et le jeune homme put recueillir l'or. Les deux aînés comprirent le sens de ce prodige et remirent au plus jeune la royauté sans partage. Fin de citation. Le début du récit se prête particulièrement bien à une interprétation trifonctionnelle. Les objets d'or tombés du ciel symbolisent les 3 fonctions indo-européennes. La charrue et le joug représentent la production, la hache la guerre et la coupe est associée aux rituels religieux. L'épreuve que remporte, comme souvent dans les mythologies, le cadet, correspond donc à l'investiture du roi par un pouvoir divin qui lui confère la souveraineté sur toutes les fonctions sociales. Cette explication est aujourd'hui largement admise. La suite, c'est-à-dire la division des Scythes en groupes issus des 3 frères, est moins évidente. Pour Dumézil et pour beaucoup de ses successeurs, ces groupes incarnent les 3 fonctions indo-européennes. Mais il y a des chercheurs qui remettent en cause cette idée. Je ne vais pas m'avancer sur ce sujet complexe et partir sur un débat entre chercheurs. Et je pense qu'on peut arriver à la conclusion sur une conférence sur les Scythes, conférence assez longue. La période scythe a été l'épisode sans doute le plus brillant de toute la longue épopée des peuples des steppes. Il s'agit d'une civilisation assez originale ayant eu une longue histoire, ayant marqué et influencé tous les peuples et les cultures du Danube jusqu'au fleuve jaune. La culture scythe et l'histoire des Scythes contient d'une certaine façon celle de l'ensemble des peuples nomades de la steppe. Au sein de la constellation scythique des 7e, 3e siècles avant Jésus-Christ, les Scythes proprement dits, nos Scythes d'Europe, occupent une place éminente. Bien sûr, les perspectives ont changé au cours des dernières décennies. On avait longtemps imaginé sur la foi de comparaisons hâtives entre les merveilleuses découvertes en Ukraine et les vestiges plus modestes connus en Asie centrale ou en Sibérie, que les cousins asiatiques des Scythes n'étaient que leurs parents pauvres. Aujourd'hui, une réappréciation est à faire. Malgré cette réappréciation, les Scythes d'Europe demeurent, pour les spécialistes comme pour le grand public, le peuple scythique par excellence, le modèle archétypal des cultures nomades de leur temps. Les raisons de cette situation sont assez variées. Il y a d'abord la connaissance inégalée que nous avons d'eux grâce au cumul des sources écrites. Il n'y a aucun équivalent pour les autres cultures nomades du long texte d'Hérodote. Et du matériel archéologique. Il y a ensuite la richesse insurpassée de ce matériel archéologique. Sur ce plan, aucune tombe nomade d'époque scythe ou autre ne l'emporte sur les kurganes royaux d'Ukraine, qui sont parmi les tombes scythes les plus remarquables. Pour terminer, l'héritage culturel des Scythes a moins été transmis à leurs descendants et successeurs immédiats qu'à ceux qui l'ont découvert au cours des derniers siècles. La sensibilité nouvelle à l'art des steppes, qui s'exprime d'exposition en publication, la place que le matériel scythe occupe depuis les travaux de Dumézil dans l'étude comparative des mythologies indo-européennes montre que si la civilisation des Scythes est éteinte et sans postérité directe, elle n'est plus oubliée ni disparue. Elle est désormais un élément du patrimoine culturel de l'Europe et de la civilisation européenne. Merci de m'avoir écouté. Merci. Much that once was is lost, for none now live who remember it.